nouvelle veille. Attention, il y a moins de contenu aujourd'hui dans la veille. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de faire ma veille à l'avance. En gros, le concept, c'est juste que bah, vous avez du coup des informations que j'ai plus vérifiées, que j'ai plus eu le temps d'étudier. Et du coup, on va pouvoir en parler un peu plus ensemble. Et en revanche, vous aurez moins d'informations qui sont moins intéressantes pour vous, des trucs qui n'auraient pas fini dans la veille de toute façon. Et du coup, peut-être que ça vous intéressera un peu plus. C'est un peu l'enjeu de ce live, on va dire, c'est de tester cette nouvelle formule, de voir ensemble si en ayant des informations que moi j'ai déjà validées, en fait, est-ce que le rythme du live il est pas mieux? Voilà, tout simplement. Donc voilà, la team replay, bonjour à vous, on teste ça aujourd'hui. Ok, bon, alors on est parti pour la première news qui va concerner un jeu vidéo, figurez-vous. Un jeu vidéo que je trouve très intéressant, qui est un jeu vidéo du monde des enfants. Roblox. Roblox qui lance une features, une fonctionnalité qui permet de créer des jeux euh, en faisant des demandes à une IA. euh, et je trouve ça assez dingue. Je vais vous lire ça tout de suite. Roblox a annoncé jeudi une nouvelle fonctionnalité appelée Build, permettant aux utilisateurs de concevoir des jeux depuis leur appareil mobile grâce à l'IA. La fonctionnalité créée permet à tous de transformer de simples phrases en un jeu basique sans aucune connaissance en programmation. Par exemple, si un utilisateur saisit Créons un jeu d'aventure chaleureux se déroulant dans une forêt dense, eh bien, cette nouvelle fonctionnalité générera une première version du jeu que l'utilisateur pourra ensuite modifier et partager avec ses amis. C'est, je trouve, assez dingue. Grâce à un large éventail de modèles d'IA, incluant des modèles Roblox open source et propriétaires, Build gère les mécanismes du jeu, l'environnement, les personnages, le style visuel, le son et bien plus encore, a écrit la société dans son blog. Il mentionne bien évidemment que euh, c'est un truc, le jeu vidéo par IA qui se fait de plus en plus. Euh, il y a aussi les professionnels du monde du jeu vidéo qui sont inquiets, qui estiment que l'IA générative a un impact négatif sur l'industrie. Ces gens-là sont 52% à se prononcer là-dedans. Et ils vont classer ces jeux générés par IA. Donc en fait, tu verras que ces jeux générés par IA, en fonction de la fidélisation des joueurs, à l'instar du système utilisé pour d'autres jeux de la plateforme, si un jeu est peu joué, il sera moins mis en avant. Du coup, l'idée, c'est pas de pousser des jeux créés par IA en masse. L'idée, c'est vraiment de se dire que si tu as une bonne idée, bah, potentiellement, tout le monde n'a pas de compétences en game design, même si Roblox offre un outil de création de jeu qui est plus simplifié que la moyenne. Je pense que c'est plus facile de créer un jeu sur Roblox qu'un jeu qui part de zéro. Mais voilà, c'est le petit scarabée. Et moi, ce qui m'intéresse dans cette mécanique, c'est de se dire que demain, tu es un enfant, tu as une idée de jeu, bah, potentiellement, tu pourras jouer avec tes potes sur un jeu que tu as toi-même créé. J'avais fait mais j'avais testé un peu d'ailleurs des trucs comme ça sur GTA à l'époque, moi quand je jouais à GTA 5, tu pouvais créer tes propres styles de jeu et tout, et je l'avais fait un petit peu, et en vrai c'est marrant à faire. Mais il y a un peu ce truc, je trouve, comment dire? Moi ce qui me fait peur, c'est en fait Roblox en tant que tel. Euh, En gros, il y a une semaine, quand j'étais chez mon daron, je me suis mis en tête d'aller regarder un peu ce qui se passe sur Roblox. Du coup, j'ai téléchargé Roblox sur mon ordinateur parce que je me suis dit, en ce moment, moi, mon métier, en ce moment, c'est de créer des concepts pour des créateurs de contenu, pour des émissions de télé, etc. Potentiellement, c'est en tout cas ce sur quoi je travaille. Et Roblox, en vrai de vrai, il y a plein de jeux intéressants dessus. Euh, Par exemple, qu'on aime ou pas, style Brainrot, qui est un jeu qui est effectivement un très pay to win, etc. C'est une mécanique de jeu que moi je ne connaissais pas et que je n'avais pas vu ailleurs. Et en fait, je vois Roblox un peu comme un nouveau Garry's Mod. Pour ceux qui ne connaissent pas, Garry's Mod, c'est un jeu bac à sable sur lequel beaucoup de gens peuvent créer des expériences de jeu, en gros. Et en fait, ce qui fait que, du coup, il y a beaucoup de jeux, de mini-jeux, qui sont... Pardon, excuse-moi. Il y a beaucoup de mini-jeux qui sont très créatifs et qu'on verrait pas ailleurs. Et qui donnent lieu à des concepts absolument géniaux. Par exemple, sur Garry's Mod, à la base, il y a un type de jeu qui s'appelle le prop hunt qui a été créé. Et le prop hunt, c'est quoi? C'est tu te transformes toi en un objet
et du coup, tu dois te fondre dans le décor pour faire en sorte que les gens, ils te trouvent, en gros. Ils te trouvent pas, c'est un cache-cache, quoi. Et ça, bah, en fait, ce type de jeu-là, c'est né sur Garry's Mod, et ça a donné ensuite lieu à plein d'autres itérations, et beaucoup de jeux, du coup, s'en sont inspirés, c'est devenu un grand classique du jeu vidéo. Et pareil pour, par exemple, les murder parties. Donc, tu as un personnage qui a un couteau, un peu en mode loup-garou, il doit tuer les gens sur la carte, mais il doit pas se faire repérer parce que sinon il peut se faire tuer lui aussi en retour. Et les gens du coup se cachent, etc. Et bah ça a donné lieu à des jeux comme Among Us, mais aussi à des jeux comme par exemple Squeezie, ce qui fait, il a fait des murder parties sur sa chaîne télé dans le Grand Manoir, là, sur sa chaîne YouTube, pardon. Bah en fait, ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, tous ces jeux-là qui sont des jeux bac à sable, en fait, peuvent poser les bases d'une nouvelle industrie créative. Parce qu'en fait, c'est moins cher de créer un jeu. Déjà, créer un jeu indépendant, c'est moins cher. Mais créer un jeu, un mini-jeu indépendant sur un jeu bac à sable, c'est encore moins cher. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui explorent leur créativité au travers de ces plateformes-là, comme Roblox, Minecraft par exemple, comme 1075, ou alors Garry's Mod. Et du coup, il y a des choses très créatives qui émergent de ces plateformes-là et qui deviennent des trucs super intéressants pour l'industrie du jeu vidéo et créer des nouvelles expériences de jeu, des nouveaux concepts. Et du coup, moi, quand je vais sur Roblox, c'est pour regarder ça en fait. Sauf que je vous avoue que j'ai été extrêmement déçu parce que des mécaniques intéressantes, j'en ai vu, mais elles étaient constamment, mais quand je vous dis constamment, c'est constamment polluées par des mécaniques pay to win ultra agressives. Genre, vous vous rendez pas compte, mais c'est un truc de fou. Tout est fait sur Roblox. Tous les jeux qui sont les plus joués sont faits pour que les gens dépensent dessus. Genre, c'est impressionnant. C'est littéralement, je n'avais jamais vu ça. C'est très très agressif. Très agressif. Et t'as des publicités de partout pour jouer plus, pour gagner plus d'argent plus rapidement dans le jeu, etc. Chaque mini-jeu, en fait, sont ultra monétisés. Et j'avoue que ça me rend un peu triste. Parce que Roblox, c'est un peu. C'est très joué par des enfants. Et c'est un peu, je sais pas, peut-être que vous avez connu quand vous étiez jeune, quand vous étiez enfant. Vous saviez, quand on était petit, on allait beaucoup sur des catalogues de jeux en ligne pour jouer à sur navigateur. Les jeux comme Absolu Flash, par exemple, Jeux de filles, ce genre de trucs, quoi. Et tu avais plein de jeux différents et tu jouais et tout dessus. En fait, Roblox, c'est un peu ça pour la nouvelle génération. C'est un catalogue de jeux gratuit. Sauf qu'en fait, ce catalogue de jeux-là, il est rempli de publicités enfin, il est rempli de mécaniques d'achat et de fonctionnalités addictives. En fait, quand tu regardes le jeu, tout est fait pour te maintenir le plus longtemps dedans, pour te faire patienter, euh, pour te frustrer. Et c'est ça en fait qui me dérange, c'est que moi, les jeux sur navigateur, quand j'étais plus jeune, ils n'avaient pas cette envie, ce besoin de me frustrer constamment. Ils voulaient juste me faire jouer. Et du coup, cet outil-là, moi, pourquoi est-ce que j'en parle? Parce que à la fois, je trouve ça génial pour permettre à des jeunes peut-être de s'émanciper de ce truc-là, de se dire, bah écoute, tous les serveurs Roblox là avec leur mécanique insupportable qui veulent me frustrer, me faire patienter pour me faire payer, etc. Tout ça, bah, en fait, peut-être que du coup, ça va me permettre de, euh, de créer des jeux, mais peut-être aussi que ça va permettre à des personnes de cette industrie-là de créer encore plus facilement des jeux de merde qui vont devenir des trucs ultra négatifs, quoi. Après, tu avais des grosses bannières de pub quand même. Oui, sur les jeux Flash, oui, mais les mécaniques de monétisation n'étaient pas aussi agressives que sur Roblox. Genre vraiment. Genre, je vous jure, allez sur un jeu sur Roblox, vous allez péter votre crâne. Tout est fait pour que vous soyez frustré. Tout est fait pour que vous soyez obligé de patienter. Tout est fait pour que ça prenne des heures et des heures et des heures à se faire. Et je trouve ça grave. Parce qu'en fait, ces jeux-là, c'est des jeux pour enfants. Oui, il y a peut-être 1% des enfants qui ont des familles riches et qui du coup payent, et c'est ce qui fait tourner Roblox, tu vois. C'est ça, c'est ce qu'on appelle les baleines, les whales, dans le monde du business sur jeux mobiles et tout. Mais en fait, le nombre d'enfants qui jouent à des jeux qui n'ont aucune valeur créative et qui sont simplement des jeux frustrants où il y a pas de, où tu peux pas, en fait, t'as beau, en fait, que tu sois bon ou pas, il y aura toujours des gens qui sont meilleurs que toi parce qu'en fait, ils ont payé. Et pour moi, c'est pas ça un jeu vidéo. Un jeu vidéo, tu es censé pouvoir être bon parce que tu es bon, pas parce que tu payes, en fait. Ou alors ton expérience, elle est bonne parce que
tu as payé une fois, mais tu gagnes. Et ça, c'est le problème aussi, c'est que du coup, tu gagnes de l'avantage sur les autres parce que tu as payé, en fait, tu vois. Et ça me pose un problème. C'est faux parce que j'ai l'impression que dans la conception, Minecraft est proche et n'a pas les mêmes travers. Ouais, mais non, mais là, c'est vraiment genre, par exemple, il y avait un jeu où en gros, tu dois aller le plus vite possible pour pouvoir franchir des obstacles. Et en fait, tu gagnes toutes les secondes de la vitesse, en gros. En gros, si je devais expliquer, par exemple, dans Roblox. Sauf qu'en fait, cette vitesse-là, elle met du temps à s'accumuler. Et du coup, tu dois attendre souvent d'avoir une vitesse très élevée pour pouvoir passer les obstacles d'après parce que c'est impossible. Mais du coup, la mécanique du jeu, en fait, elle repose sur le fait que la vitesse, elle met du temps à s'acquérir. Et du coup, des fois, tu vas devoir patienter 1 heure avant de pouvoir franchir l'obstacle qui est en face de toi parce qu'en fait, la vitesse s'accumule de manière très lente. Et du coup, tu es comme un con à devoir attendre. Par contre, si tu payes, bah là, t'inquiète pas, tu vas gagner plus là. Là, la vitesse, t'inquiète pas que tu vas pouvoir l'avoir beaucoup plus rapidement, tu vois. Et c'est ça qui me pose un problème. Donc voilà, je voulais vous en parler parce que à la fois, je trouve que c'est un outil qui est intéressant d'un point de vue créatif et tout, parce que c'est ces trucs-là. En fait, créer des jeux vidéo, c'est pas donné à n'importe qui. Et que, voilà, je trouve que c'est pas déconnant de, de permettre à des enfants de créer leur jeu euh, de manière plus facile. Mais moi, j'ai peur que, ce soit un outil qui soit pas. Qui soit utilisé en fait, par des personnes qui sont très négatives et qui veulent juste milquer à mort les gosses. Voilà quoi. Il y a quand même des serveurs pay to win sur Minecraft, bien sûr. Mais sur Twitch, il y a toujours quelqu'un qui va toujours te dire oui, mais je vous jure, les gars, que c'est pas comparable. Il y a du pay to win sur Minecraft, mais c'est comparé à Roblox. Roblox, ce n'est que ça. Ce n'est que ça, je vous jure. Connectez-vous sur Roblox une fois, jouez aux 5 premiers jeux que vous trouvez, vous allez péter votre crâne. Vraiment. Vraiment, vraiment. Mais d'un côté, tu vois, je me dis, bah oui, mais moi j'aurais trop aimé avoir cet outil quand j'étais petit, tu vois. Et d'un côté, ce qui me fait chier aussi, c'est que potentiellement, bah, le game development, c'est censé être une compétence créative. Et là, du coup, tu supprimes aussi cet effort-là, tu vois. Donc, on en revient toujours à la même chose avec l'IA, hein. Et du coup, moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on pourrait pas trouver un moyen pour que les jeunes aient accès à, tout simplement aussi à ces compétences de développement, faire en sorte que les outils de création pour créer des jeux, en fait, à, euh, ils soient plus simples à, euh, à acquérir des compétences, enfin, ce soit plus simple à utiliser pour des enfants, tu vois. Je pense que ça pourrait être un truc, tu vois, avoir des tutoriels, des trucs comme ça. Bref, voilà, je voulais vous en parler parce que ça me permettait d'ouvrir le sujet Roblox aussi, que je trouve de mon côté assez passionnant. En plus, comme il n'y a qu'une seule monnaie unique, les Robux, je pense que ça rend encore plus facile de forcer l'achat. Ah oui, ah ouais, ouais, vraiment. Mais les Robux, c'est un truc de fou. Dites-vous qu'il y a un taux de conversion en euros et tout. Enfin, c'est très sérieux, hein. C'est très très sérieux les Robux, hein. C'est une monnaie, une vraie monnaie. Pour le coup, ça pourrait presque passer pour une crypto-monnaie, hein, franchement. Parce qu'ils ont par exemple, ils ont déjà, je sais que de sources sûres, que la monnaie de ce jeu-là a déjà été dévaluée, par exemple, ils ont déjà changé les taux de change comme une vraie monnaie, par exemple. C'est quand même assez dingue, je trouve. Enfin bref, voilà. Ça, c'était la première info du jour. Seconde info, ça pour le coup, je trouve ça très intéressant. Microsoft reconstruit son activité de sécurité autour de l'IA et supprime des centaines de postes. Alors pourquoi ça m'a intéressé? Je vais vous lire un petit peu l'article. Microsoft est le premier vendeur de logiciels de cybersécurité au monde. Aujourd'hui, l'entreprise bouleverse ce modèle économique et le reconstruit autour de l'intelligence artificielle. Cette restructuration implique davantage d'outils de sécurité basés sur l'IA, moins de produits traditionnels et la fusion des équipes d'ingénierie. Elle a déjà entraîné la suppression de plusieurs centaines d'emplois. Bon courage à eux, selon The Information. Ce qui motive cette situation, c'est la peur et l'argent, bien évidemment. Les entreprises s'inquiètent des piratages utilisant l'IA et une grande partie de leurs nouveaux investissements en sécurité est désormais consacrée à Anthropic et OpenAI. Microsoft souhaite récupérer ses parts de marché. Sachant que Microsoft a aussi, bien évidemment, son propre outil d'IA qui s'appelle Copilot, qui est quand même moins puissant que le reste, mais bon. Ça me paraît intéressant. Alors, qu'est-ce que Microsoft actuellement est en train de construire? L'accent, aujourd'hui, il est mis sur les outils qui combattent l'IA par l'IA. En gros, ils sont en train de créer
logiciel qui s'appelle Security Copilot, qui analyse le code à la recherche des failles et des produits qui permettra en fait aux entreprises de surveiller leurs propres agents d'IA afin de détecter s'il n'y a pas des soucis dans la façon dont ces IA-là se comportent. En gros, ce dernier point il est crucial. À mesure que les entreprises délèguent davantage de tâches à des agents autonomes, chacun d'eux devient une nouvelle porte d'entrée pour les attaquants. Microsoft souhaite vendre des solutions de sécurité. Cette initiative est déjà visible. Le même jour, Microsoft a regroupé ses outils de veille sur les menaces dans un portail Defender unique et a déployé de nouveaux services Defender animés par des experts, a-t-il déclaré. Bref, sur des engagements vis-à-vis des produits de plus anciens et délibérés, Microsoft se positionne comme une alternative moins chère, plus sécurisée et tout en un au laboratoire d'IA et a formé ses commerciaux à tenir ce discours. En fait, pourquoi c'est intéressant cette histoire? Moi, je trouve ça, en fait, en lisant ce truc, je me suis dit tout à l'heure, mais est-ce que c'est pas un peu comme Monsanto? Vous allez voir. Monsanto, qui crée des produits dangereux, qui font du mal à la nature, qui font du mal aux gens, et quand on se rend compte, bah en fait, du coup, Monsanto dit, bah écoutez, pas de souci, voici ce produit que je vends qui permet de résoudre la solution au problème que j'ai créé. Est-ce qu'on n'est pas un petit peu dans ça, là? Microsoft qui a gavé OpenAI, qui a bossé avec eux, qui a sa propre intelligence artificielle, qui développe aussi ses propres IA agentiques, autonomes, etc. Est-ce qu'on n'est pas exactement dans la même dynamique qu'OpenAI de tu fous le feu à quelque chose, et puis, eh ben écoutez, on vous vend aussi la solution qui vous permettra de d'éteindre ce feu-là. Voilà, je me pose la question, pour être honnête. Attendez, j'ai remarqué un truc. Ah non, c'est bon. Je me pose un peu la question, parce que je trouve que ça ressemble un petit peu. Et d'un côté, je trouve ça aussi intéressant. D'un point de vue cybersécurité, je vais vous dire pourquoi. Parce que la cybersécurité, ça évolue constamment et c'est des trucs qui sont très importants aujourd'hui. Euh, on voit que les agents IA, ils sont capables de pirater énormément, etc. Déjà, les agents IA sont capables de pirater. Ils sont capables de définir de trouver des portes d'entrée qui sont peut-être plus qui sont que des humains auraient peut-être galéré plus à trouver. Et surtout, ils automatisent ça 24 heures sur 24. Enfin, il n'y a pas ce truc de. Un humain, ça se repose, quoi. Alors que là, l'IA, elle peut constamment faire des efforts de piratage, etc. Tu vois. Et du coup, déjà, avoir des IA qui soient spécialisées sur la cybersécurité, je trouve ça intéressant parce qu'elles aussi, elles peuvent tourner constamment pour veiller en sorte à ce que ton code il soit sain, etc. Pourquoi pas? Mais ce truc de surveillance des IA autonomes, là, ça me fait vraiment penser à ce truc de. C'est le berger, quoi. Il veut mettre en place. Alors, je sais pas à quoi vont ressembler ces outils et comment concrètement ça va se mettre en place, tu vois. Mais en fait, ces IA qui sont autonomes, effectivement, elles peuvent créer des gros problèmes de sécurité parce que parfois, par exemple, euh, il y a quelques semaines, Meta a eu un gros souci avec son IA Meta AI parce que Instagram, enfin, en gros, tu avais des gens qui utilisaient le service de sécurité, le service de réclamation d'Instagram pour demander les mots de passe d'autres comptes. Et Meta AI, parce qu'elle avait accès à ces mots de passe-là, a donné les mots de passe aux gens. Et du coup, ça a permis de hacker ses comptes. Parce qu'en fait, parfois, les IA, elles ont accès à des informations critiques dans la boîte. Et bah, la confidentialité, elles ne s'en rendent pas forcément compte, quoi, parce que c'est pas des humains. Et du coup, avoir des espèces de garde-fous qui permettraient de faire en sorte que ces IA-là soient plus sécurisées et tout, qui sont autonomes, entre guillemets, bah peut-être que ça permettrait d'avoir moins de risques de ce genre-là. On est en train de créer des bulles de dépendance, ouais, parce que du coup, Microsoft devient un peu la solution par magie pour tout ça, tu vois. À la fois, c'est eux qui t'aident à mettre en place des solutions IA en entreprise. On l'a vu il y a une semaine, il me semble, on avait lu un article ensemble sur ça, sur le fait que Microsoft travaillait sur l'un de ses gros business aujourd'hui. Microsoft, c'est justement d'aller dans des entreprises et de mettre en place des solutions d'IA chez eux pour voir comment est-ce que ça peut les aider, etc. et comment ça peut s'intégrer correctement dans leur boîte. Mais du coup, ils viennent aussi, si jamais ça pose de problème, développer des logiciels de cybersécurité pour gérer tout ça. Le Monsanto numérique, exactement.
exactement, exactement. Mais du coup, voilà, moi, j'ai ma copine qui vient d'arriver dans le salon et qui me fait des petits gestes pour me déconcentrer. Elle me regarde du coup d'un œil négatif en disant, en me faisant comprendre que je n'aurais jamais dû dire ça. Mais ce n'est pas grave. Bref. Mais du coup, voilà, je trouve ça super intéressant de voir cette dynamique-là se produire du pompier, du pompier pyromane entre guillemets presque que joue Microsoft. Euh, et d'un côté, bah en fait, je pense que ça peut effectivement être une manne euh, financière absolument incroyable, puisque on le sait, au tout début du numérique, les gens qui avaient des logiciels de cybersécurité, des antivirus et tout, ont été ont gagné énormément d'argent parce qu'en fait, quand c'est le bordel au départ, par exemple, les McAfee, tout ça et tout, ils sont devenus milliardaires grâce à ça. Parce qu'en fait, au début du web, c'était le bordel et que du coup, bah, tout le monde faisait pirater. Est-ce qu'on risque pas d'arriver vers la même chose avec les IA? Et aujourd'hui, bah, du coup, tout le monde va devoir avoir son espèce d'antivirus IA, tu vois, pour être sécurisé en fait. Et du coup, dans ce monde-là, le temps que les ordinateurs intègrent nativement des options de cybersécurité par rapport à ça, il va falloir installer des logiciels. Et Microsoft est déjà du coup en avance là-dessus et peut-être pourra vendre des logiciels de cybersécurité, des IA de cybersécurité très chers à des entreprises, tout ça, et se faire des milliards. Je pense que qu'on est un peu dans ce truc-là, tu vois, de comme au début Internet, tout le monde pouvait se faire pirater parce que bah, personne n'avait l'étiquette de la chose et savait pas forcément qu'on pouvait télécharger les trucs. Il fallait faire gaffe quand tu téléchargeais un truc. Bah là, tu vois, je pense qu'on est un peu dans un système similaire où maintenant on a une nouvelle technologie qui est très dangereuse d'un point de vue cybersécurité. Et du coup, bah, il faut trouver des solutions qui se vendent. Voilà. Donc, article super intéressant pour ce que ça raconte de l'écosystème de la cybersécurité. Je voulais vous en parler. Autre news, autre news que je trouve passionnante, les délais d'initiés continuent à cause des marchés de prédiction. Donc pour ceux qui ne savent pas, je vais répéter à chaque fois, les marchés de prédiction, ce sont des sites de paris en ligne qui permettent à n'importe qui de parier sur tout et n'importe quoi. Par exemple, est-ce que Poutine va être destitué d'ici la fin de l'année? Est-ce qu'il y aura un feu de forêt demain? Bref, c'est des sites de zinzin. Et sachez qu'il y a eu un délit d'initié, encore une fois, du côté de la Maison Blanche. C'est pas la première fois qu'il y a des délits d'initié hein, de la part du gouvernement américain. Mais là, du coup, on en a un nouveau. Les délits d'initié sévissent depuis longtemps sur les plateformes de prédiction comme Kalshi et Polymarket. On a vu des comptes douteux tirer profit de prédictions exactes concernant l'invasion américaine du Venezuela, ce qui a entraîné des arrestations ou encore deviner correctement tout ce qui allait se passer lors du spectacle de l'habitant du Super Bowl de cette année, comme par hasard. Or, dans un exemple particulièrement flagrant de cette tendance inquiétante, l'opérateur de prompteur de longue date du président Donald Trump a gagné des dizaines de milliers de dollars en pariant sur Kalshi, ce que dirait le président, ont déclaré à ABC News des sources proches du dossier. C'est quoi un opérateur de prompteur? Un prompteur, c'est quelqu'un qui, en fait, un prompteur, vous savez ce que c'est? C'est quand tu as le discours et tout qui est déjà préécrit et qui défile. Bah, c'est ce mec-là, il gérait cette machine-là. Il a reçu le discours du président Donald Trump à l'avance. Et du coup, il savait exactement ce que Donald Trump allait dire. Et du coup, il a parié sur ce que Donald Trump allait dire. Voilà, tout simplement. Comment se faire de l'argent? Selon ces sources, les enquêteurs fédéraux de la Commodity Futures Trading Commission sont en pourparlers en vue d'un règlement avec l'assistant technique de Trump, Gabriel Pérez, il s'appelle comme ça, Gabriel Pérez, concernant des allégations selon lesquelles il aurait utilisé des informations privilégiées pour gagner plus de 100 000 dollars. Et ce, malgré le fait que Trump soit bien connu pour ses longs discours décousus et improvisés lors de ses allocutions notoirement incohérentes. Kalshi, qui a commencé à sévir contre les délits d'initiés, s'est alarmé de cette activité. Notre équipe de surveillance a rapidement signalé cette transaction à la CFTC et nous coopérons pleinement avec les autorités de réglementation, a déclaré Bobby Denault, l'avocat principal de Kalshi, à LBC dans un communiqué. Voilà, bon après il y a plein d'autres exemples, tout ça est bien évidemment problématique. Mais moi je vais dire un truc, moi je ne blâme pas les personnes qui font ça. Euh, je vais vous dire ce que j'en pense. Je pense que le problème, c'est l'existence même de ces outils qui est incitative par essence. Parce qu'en fait, les personnes qui ont besoin d'argent
vont aller là-dedans. Je pense pas que l'opérateur prompteur de la Maison Blanche soit quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent. Vous voyez? Je pense pas que ce soit un mec qui gagne énormément de fric. Et je comprends que du coup, des personnes pauvres ou de la classe moyenne qui ont accès à des informations de ce genre-là, qui leur permettraient de faire des délits d'initiés, du coup de gagner des grosses sommes très rapidement, aient envie de se mettre là-dedans. C'est normal. Quand t'as pas de sous, bah, tu peux avoir envie de faire ça. Et du coup, le problème en lui-même, c'est l'existence de ces marchés-là, et bien évidemment le fait qu'aujourd'hui, les gens sont trop pauvres et qui du coup, ils passent par des trucs comme ça pour essayer de gagner du fric à tout prix, en gros. Mais le problème en lui-même, à mes yeux, c'est l'existence même de ces sites, qui ne devraient pas être légales. Ça ne devrait pas pouvoir exister, ces trucs-là. Et je comprends pas, enfin, pour moi, enfin, bref, c'est les Américains, je veux dire, ils parient sur tout, il y a quasiment aucune régulation chez eux, mais voilà, quoi. Je trouve ça dingue. Après, bien évidemment, il y a aussi un autre souci, c'est que, même si, effectivement, il y a des personnes là qui ont accès à des informations et qui les utilisent et qui sont de la classe moyenne, la vérité, c'est que les personnes qui sont en mesure de faire des délits d'initiés, c'est souvent des personnes qui fréquentent des sphères à haute importance, qui ont des gros pouvoirs décisionnels, et qui du coup sont souvent des personnes privilégiées. Et donc en fait, ces sites-là vont aggraver, aggraver les inégalités, puisqu'en fait l'accès à l'information et au secret professionnel, etc., est un privilège. Tout le monde n'a pas de secret professionnel. Tout le monde ne signe pas des NDA, tout ça, etc., qui pourraient donner lieu à je sais pas, à un pari en ligne sur Polymarket. Du coup, en fait, tout ça est aussi un problème, encore une fois, de lutte de classe, tout ça, où en fait, au final, on en revient toujours à la même chose. C'est aussi un outil qui permet de favoriser les privilégiés. Voilà. C'est ça qui m'énerve, en fait. Ne parlons pas, bien évidemment, du problème de ces outils qui fait que tu as des mécaniques incitatives. On avait vu ce mec à Paris qui avait chauffé le capteur de Météo France pour gagner de l'argent. Et du coup, en fait, tu pourrais avoir envie, toi, en tant que personne, d'aller, je sais pas, foutre le feu à une forêt parce que bah il y avait un pari sur les feux de forêt, par exemple, tu vois. Bah oui, parce que ça permettrait de gagner de l'argent. Et du coup, en fait, tout ça fait que ces outils-là sont extrêmement dangereux, qui, je pense, devraient être interdits par la loi. On ne devrait pas pouvoir parier sur n'importe quoi. Et ça me pose un problème. Voilà. Vous le savez maintenant, on en a parlé, mais du coup, je voulais vous en parler. De la vision que moi j'avais sur ces trucs-là. On en avait déjà parlé, mais je trouvais ça intéressant de notamment relier ça, encore une fois, à des privilèges, etc. Et tout. Je pense qu'il y a une analyse qui est pas conne là-dessus. D'ailleurs, on va continuer à parler de Kalshi, qui continue d'ailleurs à faire des trucs de fou furieux. Et maintenant, Kalshi, donc Kalshi, du coup, qui est un marché de prédiction, s'apprête à commencer à prendre des paris sur les essais cliniques de médicaments. Voilà. Donc de nos jours, il semble possible de parier sur n'importe quoi. Kalshi a annoncé jeudi le lancement d'un projet pilote de marché de prédiction lié aux résultats des essais cliniques et aux décisions prises par la Food and Drug Administration américaine. Kalshi présente ces marchés comme un moyen de rendre plus accessibles au public les informations relatives au développement des médicaments et aux chances de succès d'un traitement. L'entreprise affirme que ces informations sont généralement confidentielles et que lorsqu'elles sont rendues publiques, elles sont souvent entachées d'une manipulation à des fins marketing. Ça, c'est leur justification, ça. Néanmoins, et ça du coup c'est parce que je vais pas lire leur propagande, hein. Néanmoins, les marchés du développement pharmaceutique semblent particulièrement vulnérables aux délits d'initiés et aux tentatives d'influencer les résultats concrets auxquels ils sont liés. Ces préoccupations ont été soulevées à plusieurs reprises à l'encontre de Kalshi, Polymarket, qui défendent l'idée que les experts peuvent aussi utiliser leurs connaissances pour faire des choix plus éclairés et par conséquent améliorer la fiabilité du marché. En fait, imagine demain, imagine demain, une entreprise comme celle-ci, entreprise de médicaments, euh, a un essai médicamenteux et tout, machin, je sais pas quoi là. Qu'est-ce qui te, qu'est-ce qui te permettrait toi enfin, qu'est-ce qui t'empêcherait toi de faire en sorte que cet essai soit négatif, ne fonctionne pas, pour remporter un pari? Par exemple, hein, par exemple.
Sans compter les délits d'initiés, bien évidemment, qui finiraient par du coup permettre à des personnes qui ont accès au laboratoire de parier en avance sur les résultats qu'ils connaissent déjà. Voilà, c'est le monde vers lequel on se dirige. Et c'est terrifiant parce que du coup, ça donne des idées à des gens pour gagner de l'argent qu'ils ne devraient pas avoir et qui mettent en danger pour le coup d'autres personnes. Le marché des médicaments, c'est un marché qui est sensible, sur lequel repose la vie des individus, en fait, et l'espoir de millions de personnes, parfois. Et là, on va permettre aux gens de parier là-dessus. Il faut mettre fin au capitalisme, les amis. C'est important. Il va falloir vite mettre fin au capitalisme. Parce qu'en fait, si les gens pouvaient vivre et avoir accès à leurs besoins et tout, ils n'auraient pas envie d'aller parier sur des applications comme ça. Hein. Et puis je pense que les personnes, malheureusement, qui, qui sont du coup, je pense, la majorité des utilisateurs de ces applications-là, qui doivent être des gens comme vous et moi, enfin, qui sont des gens de la classe moyenne, voire de la classe laborieuse, etc. Mais en fait, ce sont eux, en fait. Certes, il y a quelques délits d'initiés, mais c'est pas la majorité des transactions. Sinon Kalshi ne gagnerait pas de l'argent. Sinon Polymarket ne gagnerait pas de l'argent. Donc il faut qu'il y ait des gens qui se trompent. Et ces gens-là, bah, c'est pas les gens qui font des délits d'initiés. Et du coup, qui c'est qui finira toujours par payer au final et enrichir ces boîtes-là? C'est le prolétariat. C'est le prolétariat, c'est les classes populaires, c'est les classes moyennes. Voilà. Des outils qui permettront, encore une fois, à des gens privilégiés de s'enrichir et des personnes qui n'ont pas d'argent d'en perdre encore plus. Et puis après, quand tu auras un drame d'une personne qui a plus d'argent et qui, je sais pas, pariera sur un meurtre et qui ira lui-même le faire, ce meurtre, parce qu'au final, j'ai besoin d'argent, moi. Et après, on dirait que c'est de la faute uniquement de cette personne et pas de la plateforme. Que voulez-vous? Que voulez-vous? C'est c'est le monde dans lequel on vit. Continuons. Le Royaume-Uni ne restreindra finalement pas les VPN, et ses propres recherches expliquent pourquoi. Sachez que, problème de son de mon côté, ah putain, ça m'est arrivé hier. Alors, non. Est-ce que vous m'entendez toujours sur le micro par moment? Comment ça? Ça veut... Mais c'est-à-dire, qu'est-ce que... J'entends toujours? Ouais, mais il faut me préciser. Ouais, mais problème de son, il faut caractériser. Mais là, du coup, je peux pas deviner quel est le problème. Je lui parie que le corps retrouvé est bien celui des femmes de Jubilard. Ah, il m'a mis qui fait un hors-sujet. Mais oui, t'as raison. C'est vrai que j'ai vu ça aussi. Je pense, bah, c'est sûr et certain, oui. Juste, il y a des micro-saturations. Ah, peut-être que du coup, le son est un peu trop élevé. Je baisse un peu, ok? Ok. Je t'entends, mais avec un grésillement. C'est quand je mets mon micro trop proche, je pense. Est-ce que là, c'est mieux ou pas? Vas-y, je mets encore un tout petit peu. Voilà, normalement, ça devrait être bon là. Ok, super. Mais ça a pas duré tout le live, rassurez-moi. Ça a duré pendant 10 secondes. Bon, on reprend. Donc le Royaume-Uni ne restreindra finalement pas les VPN et ses propres recherches expliquent pourquoi. Parce que oui, dans le cadre du bannissement des réseaux sociaux pour les moins de 16 ans, il faut du coup mettre en gros les jeunes peuvent contourner ces restrictions-là avec les VPN. Et du coup, il y avait cette idée de se dire bah, peut-être qu'on devrait bannir les VPN tout court pour empêcher ces restrictions-là. Mais vous allez voir, en fait, ça ne sera pas le cas. Le gouvernement avait commandé une étude auprès de plus de 2000 enfants et les résultats ont remis en question la nécessité d'une interdiction des VPN. Environ un quart des jeunes de 11 à 17 ans, donc un quart, ont utilisé un VPN. C'est fou déjà. C'est fou qu'un quart des jeunes de 11 à 17 ans, sur 2000, donc ça fait 500 enfants, utilisent un VPN. Je trouve ça dingue. Je pensais pas que c'est quand tu bouges le micro, j'ai l'impression. Ah, à mon avis, c'est parce que mon câble, il doit pas être très. Ok, je vais essayer comme ça, ok? Je vais essayer comme ça et je bouge plus trop. On est bon?
Non, normalement, on est bon là. Ok. Euh, Donc déjà, le fait qu'il y ait 500 enfants, enfin sur 2000 enfants que tu prends au hasard, tu en as 500 qui utilisent des VPN, je trouve ça dingue parce que enfin, les VPN, c'est pas non plus des outils qui sont, comment dire, enfin c'est de la cybersécurité entre guillemets tel que c'est vendu. Tu vois. Bon, c'est pas vraiment cybersécurité, mais vous voyez ce que vous voulez dire, vous voyez ce que je veux dire. C'est pour la confidentialité quoi. Et justement, la plupart le font par souci de confidentialité et non pour enfreindre la loi. En fait, il y a beaucoup de gens qui pensaient que la plupart des jeunes allaient utiliser les VPN en fait pour aller sur LeBron James, quoi, aller sur des sites de port de cul en fait, et qu'en fait ça leur représentait un chiffre immense. Et en fait non, seulement 7% des enfants qui utilisent un VPN pour accéder à du contenu réservé pour adultes. Seulement ça. Donc sur 500 enfants, il n'y en a que 7%, ce qui est pas énorme, ce qui est franchement pas énorme. Et la plupart mentent tout simplement. Près de la moitié de ceux qui contournent le contrôle d'âge utilisent une fausse date de naissance. Autrement dit, le VPN n'est pas la principale faille. Voilà, bah ça c'est une étude qui est intéressante parce que ça va permettre aux personnes qui veulent bannir les VPN à tout prix parce qu'ils ont peur de tout ça, de voir qu'en fait non. Et puis un VPN c'est important en vrai. Et puis ça relève de la liberté aussi d'Internet, de pouvoir changer son adresse, de pouvoir se mettre aux USA si j'ai envie de mettre aux USA, pour payer moins cher. Parce que les VPN c'est ça aussi, c'est permettre de payer moins cher, c'est permettre d'aller choper des séries que tu peux pas voir ailleurs. Bah, c'est tout con, hein, mais c'est pas que pour le cul en fait, hein. Littéralement. Oui, il y a des booms quand ces sites-là se font bannir, mais c'est pas que pour ça. Voilà. Et du coup, je trouvais ça intéressant parce que ça vient un peu casser cette image-là que les gens ils ont des VPN. Et moi, je suis surpris en fait de voir que l'usage des VPN, il est à ce point populaire auprès des jeunes. Je pensais que c'était plus un truc que les gens de mon âge, à partir de 18 ans et tout, ils allaient utiliser, mais en fait non. Non, 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 on a une situation qui est plutôt jeune en fait. Donc, et ils le font du coup pour la vie privée en fait, pour pas se faire suivre, etc., pour avoir moins de publicité comportementale et tout. Donc ça montre aussi que les jeunes sont très éduqués sur ces questions-là, que les questions d'éducation comportementale, enfin les questions de confidentialité numérique, c'est des questions qui se posent. Que c'est des questions, moi, quand j'avais 11 ans, je suis pas sûr que je me les posais, hein. Eux, ils se les posent ces questions-là. Et je trouve ça intéressant de voir qu'il y a cette éducation-là qui est faite. Alors j'imagine que les campagnes de sponsorisation de VPN de la part sur des influenceurs a dû faire son travail, vous voyez. Mais et voilà. En France, il y a eu tellement de pubs dans VPN que je pense que c'est devenu courant. Je serais curieux de voir leur part de marché. Ah, je sais pas, je t'avoue. Putain, encore un grésillement, mais c'est pas possible, mais c'est quoi ce bordel? C'est la première fois que ça me fait ça. Et je l'entends même pas dans le retour en plus. Je pense que c'est lié à mon. En fait, je pense que c'est lié à mon câble. Et précisément mon port USB-C. Je comprends pas. Je comprends pas. Mais j'espère que ce sera audible quand même sur la VOD. Est-ce que tu peux régler l'échantillonnage sur ton mic? Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est, mec. Est-ce que c'est parti? Il va falloir que je m'achète un micro. Peut-être un micro USB en vrai, ce serait pas mal, hein. Parce que là, en fait, vu que c'est en câblé, ça me nique tout en fait. Je vais essayer de m'acheter peut-être un micro USB, un délire de ce genre-là. Ou alors utiliser mes micros, mes micros de DJI pour ça. C'est pas USB là. Je suis en USB-C. Bon, bref, continuons. Excusez-moi YouTube, hein. Désolé, mais c'est aussi pour votre confort. C'est aussi pour vous. Meta AI permettra aux parents d'être informés lorsque les adolescents évoquent l'automutilation. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment des questions pour le coup, pour les enfants. Meta renforce la cybersécurité, de la sécurité de ces conversations.
L'entreprise alertera les parents lorsqu'un adolescent sous surveillance semble en détresse lors d'une conversation avec Meta AI, permettant ainsi aux familles d'intervenir avant que la situation ne s'aggrave. Alors, je ne savais pas que des enfants utilisent Meta AI. En vrai de vrai, je pense qu'il y a aucun gosse qui va utiliser cet outil-là, sachant qu'en plus, Meta, enfin désolé, hein, mais enfin, Meta AI, enfin, c'est pas ouf quoi. Et quand tu regardes les parts de marché, de toute façon, ChatGPT et Gemini sont devant, mais de très loin. Et du coup, bah, dans le cas où ça se fait, et qu'il y a un enfant qui commence à parler d'automutilation, de suicide, etc., et bah, sachez que les parents qui ont un compte de supervision pourront recevoir des notifications sur ce sujet. Bon, ça risque d'arriver peut-être une fois dans toute la vie de ce dispositif parce que, comme je le dis, je pense qu'il y a personne qui utilise ça. Aucun enfant utilise Meta AI, mais sur le papier, c'est quand même une bonne chose parce que ça permettra peut-être de donner des bonnes idées, peut-être à d'autres IA pour faire ça. Donc voilà, je voulais le noter. Je voulais le noter par pur esprit d'intérêt. Euh, Tiens, est-ce que vous vous rappelez de Dailymotion? Bah, sachez que Dailymotion lance un programme de financement comme le CNC, ça s'appelle Day One. Le 7 juillet, Dailymotion lance Day One, son propre programme de financement qui a pour objectif d'accompagner et de financer les projets de créateurs de contenu sur les réseaux. Day One veut financer des projets jusqu'à 50 000 euros. Ok. Donc, se décrit comme un accélérateur créatif pensé pour repérer, accompagner et financer les créateurs qui ont des idées de projets. Dailymotion c'est Bolloré, je crois. Non, je crois pas. Je crois que c'est fini ça. Mais qui n'arrivent pas à les réaliser par manque de moyens financiers, par manque de matériel. Bref, vous connaissez tout ça. Pour ce faire, le réseau s'est associé à l'école de cinéma et d'audiovisuel EICAR qui met à disposition son campus et ses moyens de production. Les candidatures pour participer au programme sont ouvertes jusqu'au 20 septembre. Les participants doivent présenter leur projet et expliquer ce qui leur manque pour y arriver. Ensuite, les 20 projets sélectionnés seront diffusés sur Dailymotion. Par la suite, les candidats vont pitcher leur projet devant un jury au début de l'automne. Ce comité est composé d'experts de la Creator Economy dont les noms n'ont pas encore été dévoilés. Des experts de la Creator Economy de Dailymotion. Des Dailymotionneurs. Ça existe encore peut-être. Enfin, 10 projets seront finalement primés. Ils recevront une aide financière entre 5 000 et 50 000 euros pour réaliser leur projet. C'est intéressant que En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir que Dailymotion essaye de continuer à exister. Ils ont essayé de faire un revival en mode TikTok, non? Euh, Ah bon? Ah oui, mais oui, c'est vrai. Du coup, j'ai participé à ça en plus. Ils m'avaient contacté à l'époque de Spotters pour voir si on pouvait faire des vidéos chez eux, etc. Et si jamais on pensait à faire des vidéos, qu'on n'hésitait pas à les mettre chez eux. Ce qu'on a fait d'ailleurs, mais bon, nos vidéos n'étaient pas du tout poussées, elles faisaient quasiment aucune vue, du coup on a vite arrêté. Mais ouais, ils essayaient un peu de continuer à exister, un mode TikTok, un TikTok plus sain. Ils avaient un truc où en fait ils voulaient pousser la contradiction, que tu aies un algorithme qui te montre des trucs sur lesquels t'es pas d'accord. Je suis pas sûr que les gens recherchent ça sur Internet. En tout cas, en termes de communication, pourquoi pas, mais bon, est-ce que toi, tu as vraiment envie de te retrouver avec des gens dont tu es en désaccord constamment sur les réseaux? Pas forcément, non. Mais je trouve ça intéressant le rôle que les plateformes se donnent, cette plateforme se donne là pour essayer d'exister, d'attirer des créateurs chez elle, peut-être, tu vois. En fait, pour moi, il y a pas 1000 solutions hein, pour attirer des créateurs chez toi quand tu es une plateforme qui n'a pas de fonctionnalité particulièrement créative. Il faut payer les gens, quoi. Il faut faire en sorte que tu sois compétitif par rapport à YouTube, par exemple. Qu'en fait, tu sois mieux payé sur Dailymotion que sur YouTube. Et du coup, ça incite les gens à poster tes vidéos. Mais là, du coup, je pense qu'ils ont perdu beaucoup de sous pour ça. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, ils passent du coup par ce projet-là, en fait, qui serait du coup une aide financière et qui permettrait peut-être du coup d'avoir des projets qui vivraient sur Dailymotion uniquement peut-être du coup et peut-être qu'il y a une clause de confidentialité, enfin une clause qui fait que du coup tu serais interdit d'utiliser ce projet-là, on va dire, sur YouTube par exemple. Je sais pas. Je crois que beaucoup de flux live de chaînes radio-télé sur leur site c'est du Dailymotion. Exactement, ouais. Mais en fait c'est du Dailymotion, mais en gros c'est de l'intégration web quoi. Mais en soi, les gens, ils s'en foutent que ce Dailymotion, ils vont jamais regarder sur Dailymotion la télévision ou la radio. Du coup, en fait, c'est plus un prestataire de service, Dailymotion aujourd'hui. En fait, c'est comme ça qu'ils font le plus d'argent. Et en fait, justement, ces flux-là, c'est là où il y a de la publicité et c'est là où ils gagnent leurs sous, en fait. C'est un peu du B2B, en fait, on va dire. Donc voilà, intéressant.
Moi, je pense que ça va servir à rien et que ça va pas faire en sorte que les gens reviennent. Mais ils essayent. C'est comme Vimeo. Exactement, c'est comme Vimeo. Euh, News à la con, Netflix sort une version de la première saison de Stranger Things en qualité VHS. C'est tout, c'est l'info qu'il y a, c'est tout, hein. Comme en 83, où t'as vraiment l'effet cathodique, où tu regardes une cassette, quoi. T'as même les écrans, t'as même du coup des bords noirs sur les côtés. Euh, En fait, ce qui me fume déjà, c'est que ici, on a un peu un condensé de Netflix, je trouve. À la fois, ils veulent pas lâcher Stranger Things, et ils cassent les couilles avec ça. Genre, au bout d'un moment, lâcher Stranger Things, pitié, quoi. C'est terminé, c'est bon. Et tu sais, il y a vraiment ce truc de vouloir milquer le truc de la nostalgie à mort. Après, c'est vrai qu'en ce moment, dans le monde de la photo et de la vidéo, sur les réseaux, tu as beaucoup ce truc de... Les gens, ils veulent revoir des clichés avec de la mauvaise qualité. Ils aiment bien quand les trucs sont un peu sales, qu'il y a ce truc un peu organique sur les photos. On retourne de plus en plus à ce truc-là parce qu'en fait, ça crée une identité graphique aussi, vous voyez. Ça crée quelque chose. Et je pense qu'il y a une partie nostalgie aussi par rapport à ce grain-là qui paraît peut-être plus naturel. Alors qu'aujourd'hui, les images sont peut-être trop belles. En fait, moi, mon problème, c'est surtout que je pense qu'aujourd'hui, surtout les gens, ils n'arrivent pas à faire de l'étalonnage et tout se ressemble un petit peu. Vous voyez? Et du coup, ça manque un peu d'originalité. Et je pense que un- une expérience comme ça, en fait, ça vient un peu rentrer dans cette dynamique-là de bah, aujourd'hui, les gens veulent des choses qui sont pas forcément parfaites parce qu'en fait, au moins, ça a une identité, en fait. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a un gros problème sur bah, l'identité des œuvres. En fait, elles sont pas forcément très belles. La luminosité, elle ressemble à tout, à ce que tu as toujours. Les couleurs, elles ressemblent à tout ce que tu as dans d'autres films. Et du coup, je pense qu'il y a ce truc-là, tu vois. Manque de risque sur la mise en scène. Plus que sur la mise en scène, moi je dirais vraiment sur le traitement visuel, pour le coup. J'avoue, je joue à la Super Nintendo alors que les pixels sur notre grande télé, ça pique, lol. Bah, les jeux, c'est un peu ça aussi, tu vois. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui reviennent à des esthétiques de jeux type PS1 et tout, pixels, etc. Parce qu'en fait, ça a une identité. Et aujourd'hui, tous les jeux photoréalistes, ils se ressemblent. Moi, je pense que par exemple, dans le monde du jeu vidéo, le photoréalisme, c'est une grosse erreur. Ça n'a pas de sens. Le photoréalisme, c'est un manque pour moi ça manque de créativité. Et ça ne fait pas voyager le photoréalisme. Franchement, hein. En tout cas, moi, c'est ma take. Et j'aime bien quand un jeu a une direction artistique. Et le photoréalisme, pour le coup, n'en a pas, en fait. En tout cas, on en a beaucoup moins, souvent. Et moi, ça me dérange. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc voilà, je voulais vous partager ça parce que ça me faisait rire par rapport à cette grosse tendance et le fait que Netflix ne veut pas lâcher, ne veut pas lâcher Stranger Things. Euh, Avant-dernier sujet. Après son amende de 120 millions d'euros, Twitter trouve un accord avec l'Union européenne. Euh, En décembre 2025, Bruxelles a collé 120 millions d'euros à Twitter pour 3 entorses au DSA. Musk avait pris la coche bleue, celle que tout le monde associait à un compte vérifié, et l'avait transformée en produit. 8 dollars par mois, et vous obteniez que vous soyez journaliste au Washington Post ou vendeur de compléments alimentaires douteux. La commission a estimé que les internautes se faisaient avoir. Twitter a fini par changer l'étiquette du coup pour changer ça. Les comptes avec une coche sont maintenant affichés comme premium et plus comme vérifié. Ce qui est une bonne chose pour le coup, parce que pour le coup, c'était quand même une dinguerie ce truc-là. Et ça causait beaucoup de problèmes. Bon, ça arrive en 2025 alors que tous les problèmes ont lieu en 2023, mais bon, écoutez, c'est la Commission européenne. Deuxième reproche, les publicités. Quand un chercheur veut savoir qui paie quoi sur Twitter et combien de personnes voient ses pubs, il tombe sur une base de données lacunaire. Twitter devra y mettre de l'ordre et rendre ces données publicitaires réellement exploitables. Parce que oui, aujourd'hui, il y a une obligation de transparence à ce sujet pour que des chercheurs qui puissent vouloir regarder un peu ce qui s'y passe puissent y avoir accès facilement. Je ne sais pas, je ne connaissais pas cette loi-là, mais effectivement, c'est une obligation de la part des plateformes. Troisième grief, toujours lié à la recherche, les universitaires qui étudient la désinformation ou les bulles algorithmiques sur Twitter frappaient à une porte que personne n'ouvrait. Le réseau social devra désormais leur répondre sans facturer et dans des délais qui tiennent la route. Parce que oui, en fait, en gros, je pense que ces plateformes-là, ils sont battent les couilles de la recherche, notamment quand c'est fait par des gens qui ne sont pas chez eux. Et du coup, ils les entravaient d'une certaine manière, en ne les aidant pas. Sauf que
en Europe, bah, en fait, il y a des lois qui te disent que bah, en fait, si tu vas devoir aider les chercheurs, frérot. C'est un truc que tu vas devoir faire, en fait, parce que c'est ton obligation. Et du coup, bah là, du coup, Twitter va être obligé de le faire. Et je trouve ça super intéressant parce que je ne connaissais pas personnellement cette obligation-là. Je n'en avais jamais entendu parler. Et du coup, je voulais vous en parler. Bien évidemment, la grosse info, c'est surtout sur les comptes vérifiés qui deviennent des comptes premium maintenant et qui permettent du coup d'avoir une meilleure visibilité sur ça. Je trouve ça bien. Mais du coup, c'est un petites infos sur la recherche que je ne connaissais pas personnellement. Je trouve super intéressante et ça montre qu'en fait, les plateformes ont des responsabilités que nous-mêmes, nous ne connaissons pas, alors que pourtant, on est des utilisateurs très récurrents de ces plateformes. Voilà, voilà. Et on va passer à la dernière news, toujours en lien avec l'Union européenne. Et là, sur des pratiques de concurrence. C'est un peu technique, mais c'est intéressant. L'UE va contraindre Google à partager les données de recherche et à ouvrir l'IA sur Android. En gros, quand tu es sur Android, tu es enfermé dans un écosystème. Et ce que dit l'Union européenne, c'est que ça, c'est des pratiques qui sont anticoncurrentielles et qui tuent en fait la potentielle émergence d'entreprises concurrentes, ce qui est interdit en Europe. Parce que si l'Europe a bien une idéologie, c'est d'ailleurs la seule idée de l'Europe aujourd'hui malheureusement, c'est la concurrence, la libre concurrence. Voilà. Ça, c'est l'idéologie principale de l'Europe. Après, tout le reste, c'est fumeux. Mais du coup, ça pose un problème dans le monde de la tech. Et c'est ce que cette amende est venue, enfin, ce jugement est venu confirmer, et que du coup, Google va devoir ouvrir ses téléphones. En gros, euh, en gros, sur Android, Google devra ouvrir l'accès aux plateformes d'IA concurrentes. Actuellement, Gemini, l'IA de Google bénéficie d'un accès privilégié. Elle est préinstallée sur tous les téléphones et est active par la commande vocale Hey Google. L'IA de Google propose également de fonctionnalités d'automatisation, etc. Et du coup, maintenant, ce qui s'est dit, en fait, c'est que les assistants IA sont limités dans la manière dont ils peuvent proposer leurs services innovants, ce qui les rend moins attractifs pour 60% des utilisateurs de l'UE. Et du coup, ils vont devoir ouvrir ces IA-là pour que ce soit plus simple, en fait, tout simplement, pour les concurrents d'émerger, en fait, sur ces téléphones-là. Voilà, voilà. Euh, et donc, notamment de pouvoir installer le système d'IA de leur choix sans perdre de fonctionnalités, tout ça, tout ça. D'un côté, c'est intéressant parce que ça va permettre aux gens de faire migrer plus facilement leurs données, de choisir plus ce qu'ils veulent sur leur téléphone. De l'autre, j'avoue que je m'en bats un peu les couilles parce que bon, moi, les pratiques des libéraux, d'assurer la libre concurrence, parfois, en fait, je me dis que parfois, un bon outil devrait juste être le seul et il devrait être régulé par un État qui lui-même a des contre-pouvoirs. Voilà. Moi, c'est ma take. Moi, je pense qu'un Google devrait être. On aurait dû avoir un Google géré par l'État et un Google qui, du coup, a des contre-pouvoirs, par exemple. Ça, moi, ça aurait été mon rêve, tu vois. Parce que du coup, oui, on va pas laisser Google à des politiciens qui n'y comprennent rien. C'est ça que je veux dire. Il faut qu'il y ait des contre-pouvoirs, des gens qui soient capables d'auditer les actions qui sont prises, qui sont menées, etc. Et que tu puisses démettre n'importe qui fait de la merde au sein d'une gestion d'application comme ça de service public. Mais dans mon monde parfait, bah, c'est comme ça que ça marche. Tu laisses pas ça à des entreprises privées, quoi. Bref, c'est ma take. Parce que moi, je suis pour un État fort, mais avec des contre-pouvoirs, un État qui centralise beaucoup de choses, mais pareil, avec des contre-pouvoirs importants. Vous allez me dire qui paye quoi, qui paye ça. Écoutez, ça pour le coup, c'est pas mon sujet. Moi, je te dis juste que dans un monde parfait, politiquement, c'est ça. Comment on finance ça? Ça, c'est pas ma spécialité. Ça, c'est deux métiers différents. Moi, c'est deux expertises différentes, entre guillemets. Moi, je te dis, politiquement, ce qui m'intéresse. Après, si t'es pas d'accord, tu parles juste du financement, c'est autre chose. Moi, je te dis juste que politiquement, je pense que ça, c'est intéressant. En tout cas, d'avoir des plateformes qui seraient gérées par des États, par le service public, mais avec un service public qui est capable d'être révoqué, enfin qui est capable qui a où il y a un contrôle citoyen, quoi. Un contrôle citoyen très fort, parce que ces plateformes-là sont très importantes. Bref. Et du coup, sur la recherche aussi, Google pourrait avoir des répercussions plus importantes. Google serait contraint de partager ses données de recherche avec ses concurrents, ce qui leur donnera les meilleures chances de gagner des parts de marché et affaiblir la mainmise de Google sur la recherche en ligne. Parce que oui, Google a plein de données de recherche, ça centralise quasiment tout. Et du coup, bah, en fait, ça crée un vide. Enfin, en gros, ça crée une difficulté pour les concurrents d'émerger, tout ça. Encore une fois, des pratiques de libre concurrence. Bon, c'est du libéral, capitaliste, tout ça, pour réguler le capitalisme, en gros, et empêcher des monopoles. Voilà, c'est juste pour ça, mais je trouve ça intéressant parce que c'est une évolution du marché, tout ça, et du coup, c'est intéressant d'en parler.
Voilà, quand même, de dire que ça existe et que, mine de rien, ça peut permettre à des plus petits, acteurs d'émerger et peut-être des acteurs qui seraient plus sains et pourquoi pas des acteurs qui seraient issus d'un service public, par exemple. Pourquoi pas? Ça peut être le début de quelque chose. Je vous pousse ça là. Bon, voilà, on a terminé cette veille, les amis. On a terminé cette veille. Euh, je sais pas ce que vous en avez pensé. Du coup, c'était un format qui était du coup différent d'habitude, où j'avais déjà les connaissances sur ce dont on avait parlé. Je connaissais les articles, je les avais déjà lus. Et du coup, là, j'ai pu avoir déjà un avis qui était déjà un peu construit autour de ça et pas simplement dans la découverte de l'article. Est-ce que vous avez préféré? Et YouTube, si jamais vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à le dire aussi. D'ailleurs, YouTube, je vous dis au revoir tout de suite. Bye bye. J'espère que c'était une meilleure veille pour vous. La bise et à plus tard. C'était mieux, oui.